Nostradamus était un médecin et astrologue français du XVIe siècle, principalement connu pour son livre Les Prophéties, une collection de 942 quatrains poétiques qui sont censés prédire des événements futurs. L'œuvre de Nostradamus a été un objet de fascination et de controverse pendant plus de 400 ans. Beaucoup croient qu'il a tout prévu, de la montée de Napoléon et Hitler jusqu'au attentat du 11 septembre, et peut-être aux inondations dévastatrices dans notre région. Mais comment quelqu'un du XVIe siècle pourrait-il prédire des événements si spécifiques et si éloignés dans le temps? C'est là que la magie et le mystère de l'interprétation des prophéties entrent en jeu. Les quatrains de Nostradamus sont écrits en vieux français, mélangés à d'autres langues comme le latin, et sont notoirement ambigus et symboliques. Cela signifie que les interprétations dépendent souvent beaucoup du contexte actuel de l'interprète. C'est comme regarder un tableau abstrait. Chacun peut y voir une forme ou un sens différent selon sa perspective. Par exemple, lorsque Nostradamus écrit sur les rivières qui dansent et les cieux assombris, il pourrait parler métaphoriquement d'un type de conflit ou de désordre, ou littéralement prédire des pluies intenses et des inondations, comme celles que nous avons vues ici dans le Rio Grande do Sul récemment. C'est cette dualité qui rend ces prophéties éternellement pertinentes et intrigantes. Nous allons maintenant contextualiser un peu notre situation actuelle. Ces dernières années, notre État a été le théâtre de pluies intenses et fréquentes, résultant en des crues des rivières qui n'ont pas seulement apporté de l'eau à nos villes, mais aussi beaucoup de défis. Des villes comme Porto Alegre et des régions de l'intérieur ont été confrontées à des inondations qui ont endommagé des maisons, déplacé des familles et mis à l'épreuve notre infrastructure locale. Ces événements nous font réfléchir sur la prophétie de Nostradamus et nous demander, serait-ce une coïncidence ou a-t-il vraiment vu ce qui allait arriver? Dans la tentative de comprendre ces événements, beaucoup d'entre nous cherchent des motifs ou des signes qui peuvent expliquer ou prédire ce qui va se passer ensuite. C'est ici que l'interprétation des prophéties entre en jeu, non seulement comme un outil de prédiction, mais aussi d'introspection. En tant que communauté, en regardant ces anciennes prévisions, nous sommes inspirés à regarder de plus près nos propres pratiques environnementales et urbaines. Serions-nous, d'une manière ou d'une autre, en train de contribuer à ces catastrophes répétées? Et plus important, que pouvons-nous apprendre d'elles pour éviter ou atténuer les futurs désastres? Ce chapitre n'est que le début de notre voyage à travers l'interprétation de cette fascinante prophétie. Dans les prochains chapitres, nous allons dévoiler davantage sur les mentions spécifiques aux inondations et à la destruction, explorer des exemples historiques d'inondations dans notre région et discuter de la manière dont, armés du savoir du passé et du présent, nous pouvons préparer un avenir plus sûr et plus résilient pour le Rio Grande do Sul. D'abord, revisitons le quatrain en question. Nostradamus a écrit « Eux au siècle de la nouvelle lumière, au sud où les rivières dansent. Les eaux se lèveront en furie sous des cieux assombris. Le Rio Grande, berceau des gauchos, témoignera de pluies sans fin. Des crues sans précédent ravageront terre et rêve. » La première phrase « Eux au siècle de la nouvelle lumière » peut être traduite en français comme une allusion à une période de grands changements ou d'innovation. Peut-être que Nostradamus prévoyait une ère de progrès technologique remarquable, comme celle que nous vivons maintenant, avec le développement d'Internet, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies révolutionnaires. Ensuite, et au sud où les rivières dansent, indique un lieu géographique spécifique, le sud qui, dans notre contexte, peut être interprété littéralement comme le Rio Grande do Sul. L'expression « et les rivières dansent » y est très poétique, mais ici, elle peut être une façon figurée de décrire les mouvements tumultueux des rivières pendant les inondations. Ceux qui ont déjà vu une rivière déborder savent que les eaux peuvent se déplacer avec une force sauvage et imprévisible, presque comme si elles dansaient. Les eaux se lèveront furieuses sous des cieux assombris et décrit précisément les tempêtes sévères qui précèdent souvent les inondations. Ces mots évoquent des images de nuages denses et sombres, déchargeant d'immenses quantités de pluie, un scénario familier à beaucoup d'entre nous ici pendant la saison des pluies. La troisième ligne du quatrain, Rio Grande, berceau des gauchos, témoignera de pluies sans fin, établit un lien direct avec notre État. Ici, Nostradamus ne spécifie pas seulement le lieu, mais aussi l'identité culturelle de la région, en se référant aux gauchos, qui sont un symbole de résilience et de courage. L'expression est pluie sans fin et s'est littéralement manifestée ces dernières années, avec des périodes de précipitations qui semblent plus longues et plus intenses que jamais. Enfin, et des inondations sans précédent dévasteront terre et rêves pourraient être vues comme une prédiction sombre, mais précise. Les inondations non seulement endommagent des propriétés et des infrastructures, mais affectent aussi profondément la vie des gens, interrompant leurs plans et projets de vie. En analysant cette prophétie, nous nous rendons compte que les mots de Nostradamus, bien qu'écrits de manière énigmatique et poétique, trouvent un écho dans les défis que nous affrontons avec les inondations actuelles. Il est fascinant de penser que, d'une manière ou d'une autre, il aurait pu visualiser ces événements des siècles avant qu'ils ne se produisent. Cependant,
Il est important de se rappeler que l'interprétation des prophéties est toujours subjective et fortement influencée par le contexte actuel de l'interprète. Tandis que certains peuvent voir ces correspondances comme une preuve de leur véracité, d'autres peuvent les considérer comme des coïncidences ou des interprétations forcées. Outre les impacts physiques et économiques, les inondations ont également un effet profond sur la santé publique. Les eaux stagnantes sont des lieux de reproduction idéaux pour les moustiques vecteurs de maladies telles que la dengue et le chikungunya. De plus, l'eau des inondations contamine souvent les sources d'eau potable, provoquant des épidémies de maladies comme l'hépatite A et la leptospirose. Les équipes de santé doivent travailler sans relâche pour prévenir et répondre à ces épidémies, souvent sans les ressources nécessaires pour une lutte efficace. La résilience des communautés est mise à l'épreuve dans de telles situations. Cependant, c'est également dans ces moments que nous voyons émerger des histoires incroyables de solidarité et de coopération. Des gens de toutes les parties de l'État et même d'ailleurs viennent aider en donnant des vêtements, de la nourriture et même en offrant un abri temporaire à ceux qui ont été déplacés. Les écoles et les gymnases se transforment en centres d'accueil, montrant que l'esprit communautaire peut se renforcer même dans les circonstances les plus difficiles. Cependant, alors que l'aide immédiate est cruciale, il est tout aussi important de penser aux solutions à long terme. Comment pouvons-nous améliorer notre infrastructure pour résister à de futurs événements ? Planifions-nous nos villes de manière à minimiser l'impact des inondations ? Ce sont des questions que nous devons poser si nous voulons éviter ou du moins atténuer les dommages des futures inondations. L'une des premières réactions face à une inondation est la réponse immédiate d'urgence. Cette phase est cruciale et nécessite une coordination efficace entre différents organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales. Dans notre région, la protection civile joue un rôle clé en alertant les résidents sur l'approche de tempêtes sévères et en organisant des évacuations lorsque nécessaire. Mais la réaction à une inondation ne commence pas seulement lorsque les nuages s'accumulent. Elle commence bien avant, avec la planification et la préparation. Ces dernières années, nous avons vu un effort concentré pour améliorer les systèmes d'alerte précoce. Ces systèmes utilisent des technologies avancées pour surveiller les conditions météorologiques et hydrologiques susceptibles de provoquer des inondations. Par exemple, des capteurs placés dans les rivières surveillent constamment les niveaux d'eau et peuvent envoyer des alertes automatiques aux smartphones des gens lorsqu'il y a un risque imminent d'inondation. Cela donne aux habitants locaux le temps de se préparer ou d'évacuer, ce qui est vital pour sauver des vies et réduire les dégâts. Cependant, répondre à une inondation va au-delà de la simple évacuation. Ces dernières années, nous avons travaillé à améliorer l'infrastructure pour rendre nos villes plus résistantes. Une des approches a été le renforcement des digues et la construction de nouveaux réservoirs pour mieux contrôler le flux des rivières pendant les pics de pluie. De plus, beaucoup de nos routes et ponts ont été reconstruits selon des normes plus élevées, conçus pour résister à la force des eaux en cas d'inondation. Outre les améliorations physiques, il y a aussi un grand accent mis sur l'éducation et la sensibilisation de la communauté. Nous savons que la préparation individuelle est aussi importante que l'infrastructure. Ainsi, les écoles et les organisations locales organisent souvent des ateliers et des simulations d'inondation, enseignant depuis la création d'un kit d'urgence jusqu'à comment se comporter pendant une inondation. Il est vital d'enseigner aux enfants dès le plus jeune âge ces risques, car ils apprennent non seulement à se protéger, mais aussi à aider à protéger leur famille. Un autre aspect crucial dans la préparation aux inondations est l'aménagement urbain. Les villes sont encouragées à considérer la perméabilité du sol dans leur plan de développement. Cela signifie moins de béton et plus d'espaces verts, tels que des parcs et des jardins, qui peuvent absorber l'eau de pluie. De plus, les nouveaux développements urbains sont souvent tenus d'inclure des plans de gestion des eaux pluviales, tels que des bassins de rétention et des systèmes de drainage améliorés, qui aident à contrôler l'excès d'eau pendant les tempêtes intenses. Malgré ces efforts, nous savons que les inondations peuvent être imprévisibles et souvent dévastatrices. C'est pourquoi la résilience n'est pas seulement une question de construire des murs plus forts, mais aussi de construire des communautés plus fortes. Des initiatives communautaires ont émergé dans plusieurs parties de l'État, où les résidents s'organisent pour aider non seulement pendant, mais aussi après les inondations, avec des activités de nettoyage et de reconstruction. En conclusion, les inondations au Rio Grande do Sul nous ont appris des leçons difficiles, mais ont également révélé la force et la résilience de notre peuple. Les réactions et les préparations que j'ai décrites reflètent un apprentissage continu et la détermination à non seulement survivre, mais à prospérer face aux adversités. Dans le prochain chapitre, nous réfléchirons à ces leçons et discuterons de la manière dont nous pouvons utiliser notre expérience pour relever les défis futurs. Tout au long de cette série, nous avons vu comment les inondations affectent non seulement l'infrastructure et l'économie, mais aussi l'esprit de nos communautés. La dévastation physique est souvent accompagnée d'un impact psychologique significatif, nécessitant une récupération qui peut prendre des années. Cependant, en pleine adversité, nous avons également été témoins d'incroyables histoires de résilience et de solidarité.
Des personnes de toutes les parties de l'État et même de l'extérieur se sont unies pour offrir leur aide, montrant que l'esprit humain peut être extrêmement fort face aux difficultés. Réfléchissant aux stratégies de préparation et de réponse que nous avons discutées dans le chapitre précédent, il est clair que l'amélioration continue de notre infrastructure et de nos systèmes d'alerte est cruciale. Cependant, la résilience ne se construit pas seulement avec du béton et de la technologie. L'éducation et la sensibilisation sont tout aussi importantes pour assurer que chaque individu sache comment réagir en cas d'inondation. Cette éducation va de l'enseignement des enfants dans les écoles à la formation des adultes dans les milieux de travail et les communautés. De plus, l'adaptation au changement climatique, qui augmente probablement la fréquence et l'intensité des pluies et des inondations, doit être une priorité. Cela peut inclure tout, depuis la planification urbaine qui prend en compte de nouvelles normes de construction et de zonage, jusqu'à des politiques étatiques et nationales qui abordent les causes et les effets des changements climatiques de manière globale. Mais que nous réserve l'avenir ? Bien que nous ne puissions pas le prédire avec certitude, nous pouvons utiliser les connaissances acquises pour mieux nous préparer. L'avenir exigera que nous soyons plus innovants et proactifs. Par exemple, nous pourrions explorer de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour améliorer nos systèmes de prévision et de réponse aux inondations. En outre, nous pouvons renforcer davantage la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les organisations non gouvernementales pour créer un réseau de sécurité plus robuste. Il est également crucial que nous continuions à partager les histoires et les leçons apprises, comme nous l'avons fait dans cette série. Chaque histoire d'inondation apporte une leçon unique sur la manière de s'améliorer, de s'adapter et de surmonter. En partageant ces histoires, nous éduquons non seulement davantage de personnes sur la façon de se préparer et de répondre, mais nous renforçons également le tissu communautaire qui est essentiel pour la résilience à long terme. En conclusion, bien que les inondations puissent être vues comme des événements désastreux, elles offrent également des opportunités de croissance et d'apprentissage. Les adversités nous poussent à être meilleurs, à penser de manière plus créative et à nous unir en tant que communauté. Avec chaque inondation, nous avons la chance de réécrire notre avenir, en devenant plus forts et mieux préparés. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette série. J'espère que vous avez trouvé des informations précieuses et que vous vous sentez mieux préparés à faire face aux défis que les inondations peuvent présenter. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de commenter vos propres expériences et idées sur la façon dont nous pouvons construire ensemble un avenir plus résilient. À la prochaine! Cette conclusion n'est pas seulement un adieu à cette série, mais une invitation à tous pour rester engagés, informés et prêts. Les inondations au Rio Grande do Sul nous ont beaucoup appris, mais il reste encore beaucoup à apprendre et à faire. Avançons ensemble dans ce voyage d'apprentissage et d'adaptation continue.